Souvenez-vous, Bagdad, le 20 mars 2003, un déluge de feu embrase les rives du Tigre. Ce jour-là, le destin de la capitale irakienne bascule. En quelques jours, le régime de Saddam Hussein va s'effondrer. George W. Bush vient de lui déclarer la guerre. L'opposition de la France n'y changera rien. L'opération Liberté pour l'Irak est lancée, sans mandat de l'ONU. Les premiers bombardements visent des bâtiments officiels. L'invasion terrestre sera lancée le soir même. Les troupes américano-britanniques franchissent la frontière par le Koweït. 3 semaines après les premières frappes, à 18h49 précises, le mercredi 9 avril, l'énorme statue en bronze de Saddam Hussein est renversée, une image qui restera dans l'histoire. George Bush et son secrétaire d'État Colin Powell ont réussi à convaincre, sans preuve, une bonne partie de l'opinion américaine que le régime de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. W a presque fini le job que son père lui avait laissé en héritage. Le 1er mai, il assure que l'essentiel des combats est terminé. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Mais dès l'été, de terribles attentats secouent le pays, sont notamment visés le siège de l'ONU, des commissariats, des antennes de la Croix-Rouge. Les Nations Unies et de nombreuses ONG quittent un Irak qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos. Décembre 2003, caché dans un trou, Saddam Hussein, méconnaissable, est capturé comme un vulgaire fugitif dans son fief sunnite de Tikrit. Remis à un tribunal dominé par les chiites, majoritaires dans le pays, il sera condamné à mort par pendaison. Quel bilan 10 ans après la chute du dictateur? Un chiffre, 100 000 victimes dans des attentats qui restent quasi quotidiens. Et un constat, l'impasse politique. France 24 revient à Bagdad avec Billet Retour, le nouveau magazine de la rédaction. Après l'explosion des bombes et l'exposition aux caméras, comment vivent les Bagdadis? À quoi ressemble la ville? Reportage. Depuis un siècle, la rue Al-Moutanabi est le cœur littéraire de Bagdad. Un marché aux livres connu dans tout le monde arabe et une oasis de paix dans une ville en proie au chaos. Les bouquinistes étalent les ouvrages à même le sol dans cette artère piétonne qui attire les hommes de lettres de tout l'Irak. Au coin, le café Chabandar est une institution. Depuis 1921, les habitués se retrouvent ici pour débattre de politique et de poésie, dans les volutes de fumée de chicha. تشرشل من سمع باخرة ألمانية اسمها الأمير راحت إلى أغادير في المغرب العربي صدر قرار. Lorsqu'il reprend le café en 1963, Mohamed décide de stopper les jeux d'argent et d'en refaire un lieu d'échange et de culture. Le café a commencé à prospérer. Ça a attiré les écrivains, les poètes, les avocats et les magistrats. Certains étudiants choisissaient ce café pour retrouver leurs enseignants et pour étudier. Le ministre du pétrole est venu chez moi il y a quelques jours et il m'a dit qu'il avait fini ses études d'architecture ici. En plus de la rue Al-Moutanabi pour la vente des livres, le café Chabandar est devenu la porte du quartier. Comme on dit, on rentre dans une maison par la porte d'entrée, eh bien, tout le monde passe ici avant d'aller dans la rue acheter des livres. Le docteur Shafik Al-Mahdi a ses habitudes au Chabandar. Poète et réalisateur, il est le directeur du Théâtre national de Bagdad. Durant les 10 années de guerre puis de violence qui ont secoué l'Irak, il s'est battu pour sauver l'âme de la cité. L'homme de culture irakien, je l'appelle The Wall, le mur. Il a protégé l'Irak plus que les hommes politiques, plus que l'armée, plus que la police. Enfant de Bagdad, Shafik rêve d'une autre époque. Celle où la ville était une capitale culturelle qui rayonnait dans tout le Moyen-Orient. Dans les années 60-70, c'était la rue la plus célèbre de Bagdad, la rue des théâtres. Il y en avait 5. Il y avait 15 cinémas. Il y avait le Al Nasser,
le Sinbad. Il y avait une vie extraordinaire ici. Il nous emmène à la rencontre de jeunes comédiens. Ils répètent au Forum du théâtre. Ça, c'est Saddam, mais pas Saddam Hussein. Le Forum du théâtre est financé par l'État. Il est installé dans la maison d'un ancien Premier ministre irakien. Une superbe bâtisse d'un autre temps, sur les rives du fleuve Tigre. La maison sert aujourd'hui de centre de répétition et accueille parfois des spectacles. Ça, c'est la génération 2003, donc après la chute du régime. À l'époque, ils avaient 10-12 ans. Les jeunes répètent en toute liberté, ce qui était impensable sous Saddam Hussein. Quand nous répétions, il y avait des agents du renseignement. La moindre allusion au régime ou au parti voulait dire à l'époque la fin des répétitions et une arrestation. S'il n'y a plus de censure d'État, le pays est aujourd'hui divisé sur des lignes confessionnelles. Et les pressions viennent d'ailleurs. Des religieux proposent beaucoup d'argent aux comédiens pour qu'ils fassent des pièces religieuses. Ils essayent de les manipuler. Ça ne correspond pas à ma vocation. L'art, c'est un message, une pièce de théâtre pour provoquer une révolution dans le pays. Ces jeunes se préparent à jouer sur l'une des plus grandes scènes du pays, le Théâtre National, dirigé par Shafik. Depuis 5 mois, une comédie est à l'affiche et c'est un triomphe. Déjà 400 000 spectateurs. La pièce raconte l'histoire d'un politicien qui rentre de 10 ans d'exil et essaye de faire campagne dans l'Irak d'aujourd'hui. Les spectateurs viennent de toutes les classes sociales. Le billet coûte à peine 4 € et les Bagdadis sont friands de comédie, même quand la violence frappe les rues de la ville. Malgré la force des attentats, aujourd'hui, le public est là. Et ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a une volonté de venir au théâtre et de continuer de vivre normalement. Et ça, c'est très important. À Bagdad, le calme ne dure jamais. En ce 19 mars, Al-Qaïda célèbre les 10 ans de la guerre par un bain de sang. اليوم بغداد حصلت فيها انفجارات في حصيلة أولية استشهاد 60 شخص وإصابة 200 آخرين في سلسلة التفجيرات التي هزت العاصمة بغداد. Dans les minutes qui suivent, les rues se vident, les magasins ferment, les policiers bloquent les rues et les Bagdadis se terrent chez eux. Les attaques ne visent pas toujours les ministères ou les forces de l'ordre. Les terroristes frappent à l'aveugle. Dans ce quartier chiite de Bagdad, une voiture piégée a explosé dans cette ruelle. Cette maison a été abîmée. Regardez la porte. Oumali! Ça, ils l'ont réparé. Les vitres qui étaient cassées ici, à l'intérieur. Regarde les dégâts aussi de l'autre côté. Qui peut accepter ça? Les carreaux sont déjà remplacés et la carcasse de la voiture piégée a été évacuée. Partout, la population supprime toute trace d'attentat immédiatement.
comme pour exorciser la violence. Pourquoi? Pourquoi ils nous font ça? On est des gens pauvres, tranquilles chez nous. Il n'y a ni président, ni ministre qui habitent ici. Des gens ordinaires. Pourquoi ils nous veulent du mal? Et c'est ça leur Irak? Pourquoi ils font ça à leur pays? Pourquoi? Ils veulent le détruire? Depuis l'occupation, nous ne sommes pas tranquilles. Pauvreté, violence, assassinat. Certaines traces sont plus dures à effacer. Depuis l'attaque hier, Sajjad est prostré devant la télévision. Lui, le pauvre, il a été affecté par ce qui s'est passé. Il est encore en état de choc, il ne joue pas, il ne parle pas. Il a refusé d'aller à l'école aujourd'hui. Mohamed Sabah, le chef de famille, s'est blessé à l'œil lors de l'explosion. Il se sent désarmé et dénonce l'impuissance de la classe politique. On n'a pas de service de sécurité fiable. Tous les officiels ont au moins 40 gardes du corps, mais moi, qu'est-ce que j'ai? Comment veux-tu que je me protège? Avec un couteau? J'ai même pas de pistolet ici. La violence en Irak ne se compte pas qu'en nombre de morts. Abderrahman a 14 ans. Il est serveur dans ce restaurant. Son père est en prison à Abu Ghraib, accusé d'avoir tué un homme lors des violences sectaires qui ont secoué l'Irak en 2006-2007. Il y a eu des problèmes. Nous avons été obligés de quitter notre maison et j'ai été obligé de travailler. J'ai arrêté l'école. On a changé de maison et maintenant on est ici. On s'est installé et on essaie de démarrer. Mon père est en prison depuis 6 ans. Mon salaire, je le donne à ma famille. Ils achètent ce qu'ils veulent et quand ils vont voir mon père, ils lui achètent des choses sur les marchés et ils les lui amènent. Ici, Abderrahman est plus qu'un employé. Amar, le patron, s'est pris d'affection pour le jeune homme. Abderrahman, c'est un cas particulier. Il est très jeune et la société arabe n'est pas complaisante avec un jeune qui ne travaille pas. Nous, on fait de notre mieux pour le protéger avec nos petits moyens. Tous ceux qui travaillent ici l'apprécient beaucoup. Il est comme notre petit frère et on le chouchoute. Abderrahman travaille 6 jours sur 7 et gagne environ 60 € par semaine. Son jour de repos, il le passe ici, au club de boxe thaï de la police de Bagdad. Quand j'arrive, je fais l'échauffement. Après, je fais du sac de frappe. Ou bien je m'entraîne avec quelqu'un qui met des protections. Et après, on fait du combat. Moi, ils n'ont pas voulu que je paye. On m'a dit, toi, tu ne payes pas, alors que tous les autres payent. La boxe, c'est l'occasion de côtoyer ses héros. Sajjad vient de rentrer de Thaïlande où il a terminé second dans une grande compétition internationale. C'est un modèle pour Abderrahman. Le sport, c'est la seule chose qui nous permet d'espérer. Tu sais, le peuple irakien est étouffé, la situation n'est pas bonne, les horizons sont bouchés. Mais quand ils viennent ici, quand ils font du sport, ils sentent qu'ils peuvent respirer, qu'ils donnent quelque chose à leur pays et à eux-mêmes. Abderrahman s'entraîne dur dans l'espoir de défendre un jour les couleurs de son pays à l'international. Plus qu'un sport et une passion, pour lui, le kickboxing est un avenir. J'espère que je serai un champion un jour, un grand kickboxer, et que je pourrai continuer à ce rythme. Quoi qu'il arrive, je vais continuer ce sport. J'espère que je vais gagner un championnat et que je vais pouvoir voyager. Les entraîneurs ici me souhaitent de réussir. À l'image d'Abderrahman, la population brisée par 10 ans de violence reprend tout doucement espoir.
La vie quotidienne qui renaît entre deux attaques donne à Bagdad, cette princesse défigurée, l'envie de croire à nouveau en son avenir.